On estime qu'il y a eu entre 40 et 50 biopics musicaux notables sortis en 8 petites années. Bohemian Rhapsody, Elvis, Bob Marley, Respect, Stardust, Aline, I Wanna Dance with Somebody, Deliver Me From Nowhere, Back to Black, A Complete Unknown, Better Man, Rocketman, Monsieur Aznavour. En 8 ans, l'industrie du cinéma a sorti autant de biopics que durant les 40 dernières années. On comprend alors que quelque chose a changé. En l'espace de 8 ans, le biopic musical est passé d'un genre rare et risqué à une machine que Hollywood produit en série. Et on parle pas de petits films. Michael vient de faire 217 millions de dollars en un seul week-end. C'est le plus gros démarrage de l'histoire pour un film biographique, tout genre confondu. Alors je me suis demandé pourquoi autant en si peu de temps, et j'ai découvert un système très bien rodé. Déjà, il faut comprendre que les biopics musicaux fonctionnent tous de la même manière, avec à la base quelque chose de fondamental, les droits. Un biopic musical sans les chansons originales de l'artiste, ça n'existe pas. Personne ne va voir un film sur Michael Jackson si Billie Jean et Thriller ne sont pas dedans. Et ces chansons n'appartiennent pas au studio de cinéma. Elles appartiennent soit à l'artiste, soit à sa famille après sa mort, soit à une maison de disques qui a racheté une partie des droits. Et le plus souvent, c'est un mélange de tout ça. Pour obtenir l'autorisation d'utiliser ces chansons dans un film, le studio doit négocier avec les détenteurs des droits musicaux. Et dans la quasi-totalité des cas, ces détenteurs posent une condition, ils veulent être impliqués dans la production du film. Pas juste consultés, mais impliqués. Donc généralement avec des rôles de coproducteurs et un droit de regard sur le scénario, sur le casting et sur les choix narratifs. C'est logique quand on y pense. Si tu détiens les droits de la musique d'un artiste, que tu sois sa veuve, son fils ou son ancien partenaire, tu ne vas pas laisser un studio raconter n'importe quoi sur lui. C'est ton héritage, c'est ton nom et c'est aussi ta source de revenus. D'ailleurs, il y a une subtilité importante. Les droits musicaux et les droits biographiques, ce n'est pas la même chose. Les droits musicaux, c'est le catalogue, donc les chansons. Ça peut être vendu en totalité ou en partie à une maison de disques. De l'autre côté, les droits biographiques, c'est le droit de raconter la vie de l'artiste, d'utiliser son image, son nom et sa marque. Ça reste généralement dans les mains de la famille ou de la succession. Donc même quand un catalogue musical a été vendu, la famille garde le contrôle sur le film lui-même. Elle décide si le biopic se fait, qui joue le rôle principal, quelle partie de la vie est racontée et quelle partie ne l'est pas. Un biopic sur un président, un scientifique ou un sportif peut se faire sans l'accord de la famille. Par contre, un biopic musical, non, parce que sans les droits, pas de chanson. Cette mécanique change tout. Et pour le comprendre concrètement, il suffit de regarder le film qui a tout déclenché. En 2010, Brian May, le guitariste de Queen, annonce qu'un film va être consacré au groupe et à Freddie Mercury. Baron Cohen est attaché au rôle principal et en tant que coproducteur. Baron veut faire un film brut, centré sur Freddie Mercury, sa personnalité, sa sexualité, ses excès et sa trajectoire de vie dans toute sa complexité. Mais Brian May et Roger Taylor, les deux membres survivants de Queen, sont aussi coproducteurs du film parce qu'ils ont une partie des droits. C'est la première fois qu'ils accordent les droits de leurs chansons pour un film et leur vision est totalement différente de celle de Baron. Ils veulent un film accessible, centré sur la musique qui raconte l'histoire du groupe et pas seulement celle de son chanteur. Les deux visions cohabitent pendant 3 ans et puis en juillet 2013, Baron Cohen quitte le projet. Les versions divergent. Baron Cohen explique que les membres de Queen voulaient protéger leur héritage et orienter le film vers un format familial. Les membres de Queen expliquent que Baron Cohen ne prenait pas le rôle de Freddie suffisamment au sérieux. Quelle que soit la vraie raison, le constat est simple. Quand les producteurs sont aussi les détenteurs des droits de l'artiste, les divergences créatives se règlent d'une seule manière, c'est leur décision qui l'emporte. Finalement, on connaît l'histoire, Rami Malek sera choisi pour incarner Freddie. Le film sort en octobre 2018, il raconte l'histoire de Queen de la formation du groupe jusqu'au concert mythique de Live Aid en 1985. On sait aujourd'hui que certains éléments de la vie de Freddie ont été arrangés, notamment son diagnostic du VIH déplacé pour servir l'aspect dramatique du concert final. Le film se concentre sur les grands moments musicaux et traite les aspects les plus sombres de la vie de Freddie de manière mesurée, on va dire. Le film fait 910 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget de 55 petits millions. Rami Malek remporte l'Oscar du meilleur acteur. Le film devient le biopic musical le plus rentable de tous les temps. C'est un immense succès, mais le vrai impact, il ne s'est pas mesuré uniquement au box-office. Et c'est là que tout le système de fond
commence. Dans les 6 mois après la sortie de Bohemian Rhapsody, les streams de Queen ont triplé et les ventes d'albums ont quadruplé. Triplé ou quadruplé, c'est bien, c'est déjà énorme. Mais faut bien comprendre qu'on parle de Queen. En gros, les centaines de millions se transforment en milliards. Et là où c'est intéressant, c'est que c'était pas du tout un effet passager. En 2023, donc 5 ans plus tard, le catalogue générait encore 6 fois plus de recettes annuelles qu'avant le film. Tout ça nous amène jusqu'en 2024, où les détenteurs des droits de Queen ont vendu l'intégralité du catalogue à Sony Music pour 1,27 milliard de dollars. Le plus gros deal de catalogue de l'histoire de la musique. Une somme record due en très grande partie à une chose, le biopic. Alors évidemment, tous les détenteurs de catalogues musicaux à succès ont vu ça et ont commencé à gamberger. Ils ont compris que le biopic musical n'est pas juste un film qui raconte la vie d'un artiste. C'est un levier qui agit simultanément sur plusieurs tableaux. Le box-office, les streams, la valeur des droits musicaux, le merchandising, les comédies musicales, les tournées hommages et tous les revenus indirects de l'écosystème d'un artiste. C'est un format qui rapporte sur tous les fronts en même temps. Et quand les studios, les maisons de disques et les successions ont vu ces chiffres se répéter film après film, ils ont tous voulu le leur. S'en est donc suivi une réaction en chaîne. Rocketman sur Elton John en 2019, Respect sur Aretha Franklin en 2021, I Wanna Dance With Somebody sur Whitney Houston en 2022, Elvis la même année, Bob Marley en 2024, Back to Black sur Amy Winehouse en 2024, Complete Unknown sur Bob Dylan en 2025 et maintenant Michael en 2026. Je vous l'ai dit, en moins de 8 ans, Hollywood a produit plus de biopics musicaux qu'au cours des 4 décennies précédentes. Et le mouvement ne ralentit pas, au contraire, il accélère. Actuellement, 4 biopics sont en développement sur les Beatles, un film par membre du groupe, sortie prévue, les 4 le même mois, en avril 2028. C'est la première fois que la société fondée par les Beatles accorde les droits musicaux complets pour un film de fiction. Et au-delà des Beatles, des biopics sont en développement de partout, sur Britney Spears, Madonna, Janis Joplin. Une suite est déjà envisagée pour Michael. Chaque artiste de légende dont la musique est encore écoutée aujourd'hui est un candidat potentiel. Et les chiffres justifient l'investissement à chaque fois. Mais en dehors des chiffres, c'est intéressant de voir qu'il y a un autre schéma qui revient à chaque biopic. Dans un premier temps, des notes critiques catastrophiques. Et de l'autre côté, des notes de spectateurs excellentes. Par exemple, pour le film de Michael, 38% d'avis positifs des critiques. Selon eux, un film mensonger, édulcoré, et juste une pub de 2 heures. De l'autre côté, 97% d'avis positifs des spectateurs, avec des gens qui dansent dans les salles et les streams qui explosent. Mais alors j'ai voulu savoir pourquoi le public se déplace aussi massivement pour des films que les critiques jugent moyens, voire même carrément nuls. En fait, j'ai compris que critiques et spectateurs ne jugent pas du tout la même chose. Le critique regarde un biopic comme un film. Il évalue la narration, la mise en scène, la précision historique et la profondeur du personnage. Le spectateur regarde un biopic comme une expérience. Il vient pour la musique, pour le frisson de revoir le moonwalk reconstitué sur grand écran, pour le sentiment de partager un moment avec d'autres fans dans la salle. Et il y a une mécanique psychologique derrière ça. Des chercheurs en comportement du consommateur ont montré que quand on se sent nostalgique, notre rapport à l'art change. On valorise davantage l'expérience émotionnelle que le produit en lui-même. La nostalgie déplace le curseur de la tête vers le cœur. Je suis un peu fier de cette punchline. Et le biopic musical active cette nostalgie de manière extrêmement directe. Tu es dans une salle de cinéma, tu entends Billie Jean et tu reconnectes avec le souvenir que tu associes à cette musique la première fois que tu l'as entendue. Le film n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre narratif pour que l'expérience fonctionne. Il a juste besoin de te donner accès à cette émotion. C'est aussi ce qui explique les chiffres de streaming après chaque sortie. Les gens ne quittent pas le cinéma en analysant la structure du scénario et la profondeur du personnage. Ils quittent le cinéma en ouvrant Spotify. Alors voilà comment fonctionne la machine. Des droits musicaux qui imposent un modèle de production, un modèle qui a trouvé sa formule avec Bohemian Rhapsody, une formule qui se répète parce qu'elle reproduit des résultats à chaque fois, au cinéma, en streaming et en valorisation de catalogue. Mais il me reste encore plusieurs questions à te poser. Personnellement, j'ai absolument adoré chaque biopic musical, parce que je sais très bien que je vais voir un film et pas un documentaire. J'ai trouvé le film sur Michael incroyable, parce que je suis resté lucide. Je sais que le film est produit par sa succession. Alors je suis allé le voir pour l'expérience, et pas pour apprendre des choses sur sa vie. Pour ça, il y a ma vidéo sur Michael, plus de 150 000 vues. C'est en toute humilité la meilleure vidéo si vous voulez connaître la vie de Michael. Mais du coup, j'aimerais savoir ce que t'en penses. Est-ce que ça te dérange ? Est-ce que tu penses qu'un film produit par la famille d'un artiste ne peut pas être honnête ? Que les zones d'ombre font partie de l'histoire ? Et qu'en les retirant, on ne raconte plus la vérité ? Ou au contraire, est-ce que comme moi, tu comprends la démarche ? Parce qu'au fond, ça reste du cinéma. C'est normal de s'attarder sur le génie, la musique et les moments de lumière. Sinon, faut pas regarder un film, mais un documentaire.
Dis-moi tout ça en commentaire, lâche ton like et ton boost, abonne-toi et je te dis à la prochaine. Salut!